On va commencer par le Mali, parce que c'est là qu'il se passe beaucoup de choses au Mali. Emma Barrier, tout est mouvant. Al-Qaïda est aux portes de Bamako, la capitale. Oui, regardez, la menace terroriste est de plus en plus présente dans le sud-ouest du pays. Vous le voyez, c'est toutes ces petites zones mauves ici. Et surtout, elle approche très dangereusement la capitale Bamako. Depuis le mois de septembre, dans cette région, le GSIM multiplie les attaques de véhicules et sur des axes routiers aussi qu'elle parvient à bloquer ici et là. Et dans son viseur, principalement, les camions-citernes de carburant qui viennent notamment du Sénégal et de la Côte d'Ivoire pour alimenter la population. La junte malienne a même interdit la vente de carburant en ville pour tenter d'assécher le groupe djihadiste. Mais résultat de cette présence terroriste tout autour, eh bien Bamako et ses 3,2 millions d'habitants sont isolés. Plutôt que de s'en prendre frontalement à la junte militaire malienne, eh bien le GSIM asphyxie lentement mais sûrement la capitale. C'est d'ailleurs ce qu'ils ont déjà fait avec deux autres villes au nord de Bamako, Nioro et Kayes, à environ 500 km, sont toutes les deux déjà totalement sous blocus. Alors ce GSIM, qu'est-ce que c'est exactement? C'est JNIM, d'après l'acronyme en arabe, ça veut dire groupe de soutien de l'islam et des musulmans. Il s'agit en fait d'une coalition djihadiste du Sahel qui a été fondée en 2017. Elle est affiliée à Al-Qaïda et c'est d'ailleurs la branche la plus armée de la région sahélienne. À sa tête, Iyad Adgali. Regardez maintenant cette carte qui montre les forces en présence actuellement au Mali. Le GSIM opère dans une grande partie du nord et du centre du Mali et donc désormais, on l'a vu, très localement dans le sud-ouest. Et pour survivre, ce groupe se finance et s'arme notamment en capturant des otages et en demandant des rançons. Ça veut dire, si on comprend bien, Emma, qu'effectivement cette menace terroriste, elle a progressé, beaucoup progressé depuis l'opération Serval. Effectivement, regardez cette autre carte, c'était en 2013. Quand l'armée française décide d'intervenir au Mali, le pays est en quelque sorte coupé en deux. Au nord, des groupes armés islamistes ont pris le contrôle de l'Azawad, une très grande région désertique et très peu peuplée, qui échappe alors à ce moment-là au contrôle, on peut dire ça comme ça, de Bamako. Et à ce moment-là, eh bien, la mission de la France, c'est justement de repousser ces groupes armés islamistes pour préserver la capitale malienne. Ensuite, eh bien, ces groupes ont donc bien été dispersés, fragmentés, mais depuis, eh bien, on l'a vu, on arrive à cette carte. Ils ont fini finalement par essaimer vers le sud du pays, et ce malgré l'opération Barkhane qui a suivi après donc 2014, et sont donc désormais bien proches de faire tomber la capitale Bamako. Merci beaucoup Emma. Évidemment, tout cela n'est pas très réjouissant. J'ai regardé un petit peu ce que ça pouvait signifier également sur le territoire européen, et je suis tombée sur l'analyse d'un de nos confrères qui est journaliste à France 24, qui s'appelle Wassim Nasser, et il est spécialiste des mouvements djihadistes. Et ils disent, Thomas, je m'adresse à vous, ils sont très ancrés dans leur zone d'activité au Sahel. Ils ne cherchent pas à frapper l'Europe, contrairement à l'État islamique. Pour le moment, effectivement, on est sur un mouvement qui est uniquement territorial. Oui, parce que c'est toujours le même objectif qu'ils ont, ces djihadistes, c'est de trouver un califat. Alors ça a été la Syrie pendant un petit moment, ils ont été délogés, comme vous le savez. Et là, ce qui se rapproche le plus de ce que pourrait être ce califat, eh bien, c'est ce territoire-là. Parce que ce qu'on ne voit pas sur la carte, c'est que le nord du Mali, c'est un territoire où il n'y a pas grand-chose. Beaucoup de déserts, évidemment. Quelques villes au nord de Tombouctou, Gao, Tessalit, Kidal pour les plus grandes villes. Mais c'est un territoire qui est relativement vide. Et donc, ils essaient de s'implanter dans ce territoire-là. C'est un territoire où il y a eu beaucoup de trafic pendant très longtemps. La France était présente, vous l'avez dit, depuis 2013 jusqu'à il y a peu de temps. Mais il faut aussi dire que d'autres pays comme l'Algérie, par exemple, ont mis beaucoup de force aux frontières, ce qui a permis, pendant la période de la présence française, les Algériens travaillaient avec les Français, de réduire les trafics, de réduire la présence de ces groupes armés terroristes. Et l'objectif qu'ils ont aujourd'hui, c'est de s'installer sur ce territoire. Alors, je ne suis pas sûr que Bamako tombe comme d'autres villes sont tombées, ou comme Tombouctou était menacé par exemple en 2013. Ce qui risque de se passer, c'est plutôt pour ce groupe-là de faire des alliances avec la population, avec certains militaires pour essayer de s'emparer de la ville. Je crois que les estimations varient, mais ils ont entre 2000 et 7000 combattants. C'est pas suffisant pour contrôler une ville de 3,5 millions d'habitants. C'est pas suffisant pour la prendre, pour la tenir après sur la durée. Il y a d'autres villes au Mali aussi à contrôler. Donc ils n'ont pas la force militaire. En revanche, ce qu'ils peuvent faire, c'est des alliances politiques et arriver au pouvoir. Alors on verra si c'est le cas ou pas. Pour l'instant, le bras de fer, c'était presque un bras de fer plutôt économique, parce que tout ça a commencé il y a 2 mois, lorsque le gouvernement, enfin la junte en place au Mali, a décidé de ne plus vendre d'essence en dehors des points essence. Voilà. Et c'est ce qui a commencé à
à ennuyer les djihadistes, et donc ils ont riposté en asséchant évidemment les points d'essence dans les capitales et dans la capitale et les grandes villes. Parce que Niagalé, le Mali, c'est un pays qui possède d'énormes richesses, notamment en or, et donc parce qu'on pourra parler aussi des réseaux Wagner, d'ailleurs notamment avec vous Vincent, parce que Wagner est très présent aussi dans ce pays-là. Marc, on en a souvent parlé ensemble. Là, il y a aussi une histoire j'allais dire, de trésor national à s'accaparer finalement. Ça alors, notamment la zone qui était très bien représentée sur la carte, la zone de Caille, qui est figurée en jaune et un peu de vert, est celle où se situent les plus grandes ressources aurifères, effectivement, du pays. Et c'est sans doute à mettre en lien avec l'enlèvement de 2 otages émiratis et d'un Iranien qui étaient présents au Mali, qui ont été enlevés par le JNIM et qui viennent d'être libérés pour une rançon record de 50 millions de dollars, plus 20 millions de dollars en équipement ou 20 tonnes d'équipement à acheminer, et également la libération de prisonniers du JNIM par les autorités militaires maliennes. Donc on voit en effet l'internationalisation aussi de ces enjeux. Pour ce qui est de Wagner que vous évoquez, maintenant c'est l'Africa Corps qui est avec des missions différentes, mais ce qui est très intéressant, c'est que l'on s'aperçoit qu'aucun des acteurs internationaux ou nationaux, parce que bien entendu la responsabilité de la sécurité est d'abord celle des autorités nationales, n'a réussi à contenir cette progression. Les groupes djihadistes, parce qu'il y a le JNIM, effectivement, le GSIM donc, mais il y a également l'État islamique. Il faut préciser que les deux se combattent, comme sur d'autres théâtres, n'ont cessé en réalité depuis 2012 de se diffuser territorialement, mais aussi de s'ancrer plus profondément au sein des communautés elles-mêmes. C'était malheureusement, Général Delors, sans doute ce qui attendait le Mali quand la France est partie notamment de ce pays. Oui, on pouvait s'y attendre et on a le résultat. C'est d'ailleurs une crainte qui n'est pas uniquement pour le Mali, mais qui est aussi pour le Niger, pour le Burkina Faso, pour le Togo, pour le Bénin, maintenant peut-être aussi pour le Sénégal, dans une moindre mesure pour la Mauritanie. Ça, c'est une menace à moyen terme, et même peut-être à court terme, d'une avancée islamiste dans tous ces pays avec un dérèglement complet. Pour revenir à votre première intervention, c'est que effectivement, c'est vraisemblablement pas une menace pour les Français en France. Mais qu'en est-il des Franco-Maliens ou des Français au Mali? Ça, ils peuvent être justement ils peuvent être pris en otage et déstabilisés. Donc 4500, 4300. Principalement d'origine malienne, mais enfin, ce sont des Français. Et donc, ça peut aussi servir éventuellement de... Donc, il y a toujours cette possibilité-là. C'est la principale préoccupation de l'État français. C'est la protection des Français à l'étranger. Oui. Tant que nous avions un certain nombre de bases en Afrique, il y avait des capacités d'intervention rapide qui me permettaient d'envisager une évacuation de ressortissants dans des conditions rapides et relativement propres et qui permettaient d'assurer la sécurité de nos ressortissants. C'est plus le cas maintenant, puisqu'il y a eu un retrait à peu près général, pas complet, mais à peu près général de nos bases dans toute cette région-là. Et donc, qu'en est-il des ressortissants qui sont de nationalité française? Ça, il vaut mieux pas, il faut espérer qu'ils ne soient pas menacés directement dans leur personne. Le ministère des Affaires étrangères, d'ailleurs, Vincent, donne des consignes aux Français qui auraient des velléités d'aller au Mali, ou des Français qui seraient au Mali et qui auraient la possibilité de rentrer. Oui, mais le problème... Oui, non, mais le problème de rentrer avec quel vol? Parce qu'il n'y a plus de kérosène à Bamako, donc il y a des compagnies qui refusent d'y aller. Air France a suspendu ses vols depuis octobre 2023, je crois, sur le Mali. Donc il n'y a plus de capacité aérienne pour extraire près de 4000 ressortissants occidentaux. 4200, disait-on. Oui, 4300. Mais après, il y a des vols régionaux. On peut aller à Niamey, on peut aller dans plein d'autres capitales. Ouais. Les avions peuvent faire un Niamey-Bamako, aller-retour, sans avoir besoin de remettre du carburant. Donc ça, c'est possible. Et après Niamey, il y a des vols directs. Sachant que la route, évidemment, on peut pas prendre la route. Donc c'est le vrai problème. Un mot là-dessus, Marc, et après on va partir en Syrie avec Kadi. Oui, le problème d'une évacuation, ça impliquerait effectivement de mettre à disposition des vols. Pour le moment, on n'en est pas encore là. Il y a eu cet appel, mais effectivement, ce qui pose énormément de problèmes techniques dans l'État.
puisque on peut partir sur des capitales régionales, mais c'est impossible de partir par la route. Et donc, il y a... voilà, et sur le fait qu'Al-Qaïda tente de s'implanter là-bas, et notamment à Bamako, enfin en tout cas ses filiales, puisqu'il y a beaucoup de... La prise de Bamako, aux yeux de la plupart des experts, semble impossible, ne serait-ce que parce qu'ils n'ont pas assez d'hommes pour contrôler la ville. Mais ce que l'on voit, ce qui est en train de se dessiner maintenant, c'est effectivement la tentative de faire là un nouveau califat, d'avoir une zone où il pourrait y avoir, totalement sous le contrôle de groupes djihadistes, au-delà même de leur rivalité, qui sera une espèce de réservoir pour ensuite pouvoir mener des opérations ailleurs. C'est-à-dire, effectivement, pour le moment, aucun de ces groupes ne vise directement la France, ou n'appelle à viser directement la France. Ça ne veut pas dire que ça ne sera pas le cas dans quelques mois ou quelques années, compte tenu aussi d'une réalité extrêmement complexe, qui est celle de l'importance de la communauté malienne, par exemple en France, et donc des liens qui peuvent exister entre ceux qui sont dans le djihad et alors des cousins de cousins qui ne sont pas du tout nécessairement sur la même ligne, mais qui, solidarité tribale et tout, donc ce qui crée une situation très complexe à gérer. Allez-y, l'un ou l'autre, allez-y. Non, ce qui est important de dire, c'est que il faut aussi considérer le rôle de l'islam politique, c'est-à-dire de la vision rigoriste, non violente de l'islam. Et il y a notamment réfugié en Algérie aujourd'hui l'imam Dicko, qui était à la tête des manifestations qui ont fait tomber le régime démocratique et qui a été mouvement récupéré par les militaires, qui aujourd'hui se pose aussi en figure, qui serait éventuellement capable de devenir un guide. Donc ce qui est, à mon avis, susceptible de se produire, c'est un détachement du JNIM, donc du GSIM, de la mouvance Al-Qaïda, qui est évidemment quelque chose d'extrêmement stigmatisant et de terrifiant pour les partenaires internationaux, mais avec l'installation d'une sorte de régime à la fois civil, militaire et religieux. Du type de celui qu'on a vu au Soudan, par exemple. Et les exemples internationaux de type Afghanistan, de type Syrie, nous démontrent qu'il y a de très larges formules. On voit le président syrien accueilli aux États-Unis. Il ne faut absolument pas exclure ce type de scénario pour le Mali.